Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et je vous retrouve aujourd'hui sur un article de La Finance pour tous que vous voyez à l'écran car on va parler des livrets d'épargne réglementés. Donc les livrets d'épargne réglementés, de quoi on parle? On parle du livret A, du LDDS, le livret de développement durable et solidaire, du livret d'épargne populaire, le fameux LEP, et le livret jeune également. Le livret jeune dont on va peu parler dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur les trois autres. Et pourquoi est-ce qu'on va parler en fait de ces livrets aujourd'hui? Parce que comme vous le voyez, au 1er août 2025, donc à peine quelques jours plus tard de la sortie de cette vidéo, les taux du livret A baissent de 2,4% à 1,7%. Donc dans son sillage, le livret de développement durable et solidaire et le livret jeune seront également rémunérés à 1,7%. Même si je mets un bémol pour le livret jeune, parce que les banques ont le choix de le rémunérer un petit peu plus que ça si jamais elles le souhaitent, mais en tout cas le LDDS et le livret A, eux, seront bien à 1,7%. Et en ce qui concerne donc le rendement du livret d'épargne populaire, lui, il va passer à 2,7% au lieu de 3,5% actuellement, avec toujours un plafond augmenté à 10 000 euros depuis octobre 2023. Donc l'ensemble de ces livrets ne supportent ni impôts ni prélèvements sociaux. Donc dans le titre de la vidéo, je vous ai posé une question. D'après vous, est-ce que pour vous c'est une catastrophe ou est-ce que c'est une opportunité? Et on va voir dans cette vidéo qu'en fait, ça peut être ou l'un ou l'autre en fonction de où on se situe. Alors je pense que si vous regardez cette chaîne, que vous vous intéressez à l'investissement depuis quelques temps, pour vous ça va principalement être une opportunité. Mais malheureusement, je pense que pour 90% des Français, ça va être une catastrophe parce qu'effectivement, c'est quasiment la totalité de leur épargne qui est placée sur ce type de produit quand elles ne sont pas placées sur des comptes bancaires qui rémunèrent à zéro. Allez, d'ailleurs, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur l'épargne des Français avec le rapport de la Fédération de la Banque française qui date de février 2025. Donc, je vous retrouve tout de suite sur cet article. Donc voilà, je vous retrouve sur le rapport donc de la Fédération de la Banque française qui date de février de cette année. Comme d'habitude, je le dis plus à chaque fois maintenant, mais vous le savez, vous aurez tous les liens en description si jamais vous voulez consulter. Là, le rapport fait 22 pages et on va principalement nous se concentrer sur le paragraphe 2, donc situation de l'épargne réglementée. Donc dans ce rapport, on nous dit que l'épargne réglementée représente une part importante de l'épargne financière des ménages et des ressources bancaires. À la fin du troisième trimestre 2024, l'épargne réglementée des ménages atteint 953,2 milliards, soit 15% du patrimoine financier des Français. Je trouve ça relativement peu, 15% du patrimoine financier des Français. Je m'attendais à beaucoup plus, mais bon. Donc on voit que les livrets A, en moyenne, il y en a 57 millions en France, avec un encours qui représente 442,5 milliards à décembre 2024. Les LDDS, il y en a 25,6 millions pour un encours de 160,6 milliards d'euros. Les PEL, vous en avez 9,9 millions avec un encours à 220,1 milliards. Et enfin, les LEP, vous en avez 10,9 millions pour un encours à 82,2 milliards. Au 31 décembre 2023, le nombre de livrets A s'élève à près de 57 millions, dont 56 millions détenus par des personnes physiques et 1 million détenus par des personnes morales, puisqu'effectivement, des associations peuvent également détenir des livrets A. Depuis le 31 décembre 2022, le nombre de livrets A a augmenté d'environ 1 million d'unités et les ouvertures de livrets A appartenant à des personnes physiques atteignent leur plus haut niveau depuis 2012, soit 3,7 millions. Voilà, bon, pas grand chose à dire là-dessus, Donc la collecte du livret A et du LDDS au titre du mois de décembre 2024 s'établit à plus 3,93 milliards d'euros pour l'ensemble des réseaux bancaires. Et donc l'encours total sur les deux produits a atteint 603,1 milliards d'euros. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Et en fait, tout simplement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo? Est-ce que c'est parce que le livret A, le LDDS ou encore le LEP, ce sont des produits à bannir absolument, qui sont absolument inutiles? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le problème, c'est qu'en France, on ne sait pas se servir de ces supports pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire des supports pour de l'épargne court terme. J'ai tendance à dire que l'épargne qui est placée sur un livret A ou un LDDS, c'est pour les coups durs, coups de cœur. Demain, il faut emmener la voiture au garage, c'était pas prévu. Si vous avez regardé sur votre livret A, votre LDDS, vous êtes dans la panade. Par contre, si vous avez mis 10, 15, 20 000 euros dessus, ces 15, 20 000 euros qui sont dessus servent à ça, en fait, à pallier aux imprévus.
Et si demain vous tombez sur, j'en sais rien moi, l'ordinateur de vos rêves qui coûte 2000 balles, bah, ça vous permet aussi de pouvoir vous faire plaisir, si jamais vous pensez que ça en vaut la chandelle en tout cas, via cette épargne que vous vous êtes mis de côté. Et en fait, ces produits-là, ils doivent uniquement servir à ça. Alors c'est primordial, hein. Vous pouvez pas commencer à investir en bourse, en crypto ou en quoi que ce soit d'autre, tant que vous n'avez pas ça. Parce qu'aujourd'hui, on a 2 types de gens en France. On a les gens qui vont jurer que par ces produits-là, parce qu'il faut surtout pas prendre de risques et au moins le livret A, c'est garanti, le LDDS, c'est garanti et ça va pas fluctuer et je vais pas perdre d'argent. Ça, c'est quand même un bon 90 des gens en France, je pense. Et on a l'extrême opposé, où là, on est plus sur des jeunes qui nous disent: «Non, le livret A, le LDDS, ça sert à rien. Moi, j'ai 0 sur mon compte chèque, quand ma paye, elle arrive, j'ai juste ma paye et je mets tout en crypto parce que, bah, de toute façon, c'est ça qui va rapporter donc voilà». Sauf que le gars qui met tout en crypto en ayant 0 de côté de disponible, le jour où sa voiture elle tombe en panne, peut que ça tombe un jour où la crypto a fait sort d'une période de plusieurs semaines où ça a fait les marchés ont fait moins 50%, et derrière il est content parce qu'il est obligé de vendre sa crypto qu'il avait été acheté 50% de plus pour aller amener sa bagnole au garage, et donc il a vachement gagné de l'argent. Donc dans tous les cas, les extrêmes ont souvent tort, hein. La vérité, elle se trouve souvent au milieu, le juste milieu. Et donc oui, c'est important, voire primordial, d'avoir un livret A ou un LDDS. Mais il faut les utiliser pour ceux qu'ils sont, c'est-à-dire des comptes d'épargne court terme pour l'épargne de précaution. Et on ne prépare pas sa retraite avec un livret A. On ne met pas la totalité de ses économies sur un livret A. De toute façon, on ne peut pas parce qu'il y a un plafond. Mais même si, heureusement qu'il y en a un d'ailleurs, parce que je pense que s'il y a des gens qui pourraient mettre 300 000 euros sur un livret A, ils le feraient, hein. Donc, heureusement, non, il y a un plafond. Et après, bien évidemment, ce sont les produits à privilégier, hormis le LEP, parce que le LEP, si vous êtes éligible, ce sera vraiment le plus intéressant. Pour ceux qui ne sont pas éligibles au LEP, ce sera forcément les produits à privilégier pour placer votre épargne de sécurité, puisqu'en fait, après, sinon, vous allez avoir les livrets bancaires qui vont être créés par les banques, mais qui vont être soumis à fiscalité et d'une, et dont le taux de rendement, généralement, sera bien inférieur à ceux du livret A ou du LDDS. Donc ce sont des produits à avoir, mais attention à bien les utiliser pour ceux qu'ils sont. Et derrière, aller chercher de la rémunération par ailleurs en investissant en bourse, en crypto, en immobilier, sur des métaux précieux, ce que vous voulez. Parce que il faut bien comprendre une chose, historiquement et sur le long terme, le livret A et le LDDS ne battent pas l'inflation. On en avait parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, hein. Vous pouvez revenir dans la playlist des vidéos sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. J'ai fait toute une vidéo pour vous expliquer ce qu'est l'inflation et comment elle fonctionne et les conséquences que ça a sur votre pouvoir d'achat directement. Et la réalité aujourd'hui, c'est que les gens qui épargnent à 100% sur leur livret A, bon déjà ils ne doivent pas avoir beaucoup d'épargne premièrement, mais deuxièmement sur une période de 10, 15, 20 ans, en fait ils perdent de l'argent. Parce que le livret A, les intérêts du livret A ne suffisent pas à couvrir l'inflation en fait et l'augmentation des prix des produits, tout simplement. Donc là, on a un petit discours également sur les PEL. Donc 9,9 millions d'unités à fin 2023. Donc on en a de moins en moins. En même temps, ça rapporte aussi de moins en moins et maintenant c'est soumis à fiscalité. On a quand même 222,3 milliards d'euros d'encours à fin décembre 2024 avec une baisse de 12% sur un an. Voilà. Encore un petit discours sur les PEL. On va pas s'arrêter là. Le LEP. Alors le LEP, si vous y êtes éligible, c'est le Saint Graal, hein. Si vous êtes éligible au LEP, ça doit être votre priorité absolue que d'en avoir un. C'est le seul livret d'épargne réglementé qui va être, selon moi, à peu près au moins ISO avec l'inflation. Donc si vous y avez le droit, s'il vous plaît, ouvrez un LEP et remplissez-le. Alors si vous n'avez pas les 10 000 euros nécessaires pour le remplir, bah, remplissez-le petit à petit. Par contre, si vous avez déjà 10 000 ou 12 000 euros sur un LDD, bah, vous videz votre LDD, vous remplissez votre LEP. Celui-ci doit être plein en priorité et c'est celui que vous devez toucher en dernier puisque c'est celui qui rapporte le plus. Encore une fois, c'est des petites optimisations, c'est pas ça qui va vous rendre milliardaire ni loin de là, mais en attendant, c'est quand même des petites optimisations qui sont à mettre en place quand on peut le faire. Donc on a une forte augmentation du nombre de détenteurs, donc 11,8 millions à fin 2024. Tout ça parce qu'aujourd'hui l'administration fiscale envoie un courrier aux gens qui sont éligibles au LEP pour les informer qu'ils sont éligibles, et ça je trouve que c'est une très bonne chose, hein. Puisque ces dispositifs existent, c'est bien pour en profiter, hein, faut pas se gêner. Et surtout, c'est réservé aux ménages avec des revenus modestes, donc c'est vraiment un avantage pour eux et ils ont bien raison d'en profiter. Donc les dépôts suivent avec la même dynamique. Les encours ont progressé de 15% sur un an pour atteindre 82,2 milliards d'euros.
Étant donné que l'augmentation du plafond du LEP est passée de 7 700 à 10 000 euros, ça a dû forcément jouer aussi sur l'encours sur ce type de produit. Malgré tout, on voit qu'à la fin 2023, l'encours moyen d'un LEP, c'était 6 579 euros. Et vous avez quand même 26% des LEP, donc 1 sur 4, dont l'encours dépasse le nouveau plafond réglementaire de 10 000 euros. Et il représente 43% de l'encours global. Alors, bien évidemment, les plafonds qu'on a sur ces livrets d'épargne réglementés, que ce soit sur le livret A, le LDDS, le livret jeune ou le LEP, ce sont des plafonds de versement. Ce qui signifie qu'en fait, les intérêts que vous recevez en fin d'année se capitalisent et peuvent aller au-delà de ces montants-là et eux-mêmes produisent des intérêts l'année suivante. C'est ce qu'on appellera le miracle des intérêts composés. Donc, si vous n'avez pas besoin de l'argent qu'il y a sur votre LEP et que vous y êtes éligible, eh ben, laissez-le bien au chaud, il fera des petits et en plus, sur ces petits, eh ben, vous aurez à nouveau des petits l'année d'après et ainsi de suite. Et si vous arrivez à le garder pendant 5-10 ans, avec le taux de rémunération qu'il a, ça peut quand même être un petit peu intéressant. En tout cas, c'est sûr que ce sera bien plus intéressant que les autres, comme le LDDS ou le livret A. Et enfin, je vous retrouve sur un article de Ouest France, qui est donc sur... alors, il y a Ouest France qui a sorti ce type d'article, mais il y a d'autres médias qui l'ont sorti là il y a quelques jours, le 18 juillet, au moment où je tourne cette vidéo, c'était vraiment il y a quelques jours, sur combien d'argent les Français ont-ils en moyenne sur leur compte courant. Donc, d'après la Banque de France, le montant moyen d'un compte courant en France est de 7 952 euros. Un chiffre qui peut paraître très haut et qui traduit en réalité de profondes inégalités. 8 000 euros quasiment d'encours sur des comptes courants, rémunérés à zéro bien souvent, qu'on se le dise. Je pense pas que ce soit sur Trade Republic ou ce genre de choses qu'il y ait principalement ces encours-là. Et donc, ce que je voulais aussi vous présenter dans cet article, c'est ça. Donc, dans son rapport, la Banque de France indique qu'en décembre 2023, il y avait près de 83 millions de comptes courants. Tous ensemble, ils représentent un encours global de 660 milliards d'euros. 660 milliards d'euros, plus que le livret A et le LDDS réunis. C'est incroyable. Incroyable. Pour un compte rémunéré à zéro. Encore une fois, il y a quelques néobanques aujourd'hui qui proposent de rémunérer les encours sur votre compte chèque. Je peux vous assurer que la majorité de ces 660 milliards d'euros sont placés sur des comptes en banque traditionnels rémunérés à zéro. Rémunérés à zéro. Et donc, on en revient au titre de ma vidéo. Est-ce que la baisse des taux de livret réglementés, c'est une catastrophe ou une opportunité? Et en fait, encore une fois, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, ça va dépendre de quel côté de la barrière vous vous situez. Si vous êtes quelqu'un qui est prêt à prendre des risques, qui est formé sur l'épargne et qui est intéressé par l'investissement et qui investissait, c'est clairement une opportunité. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a certaines personnes qui allaient se dire, je sais pas moi, 2-3% sur le livret A sans risque, ça m'allait bien. Donc, j'avais pas besoin d'aller forcément m'exposer à autre chose, sur de l'assurance vie, sur du PEA, qu'importe. Aujourd'hui, avec ces taux-là qui baissent, ces gens-là, de plus en plus, ils vont réfléchir et ils vont aller réinjecter leurs économies sur les marchés, ce qui va normalement faire monter le prix des actifs. Quand il y a des nouvelles liquidités qui arrivent sur un marché, c'est toujours le cas. Après, on n'est que l'Europe, on est une goutte d'eau dans l'océan de la finance mondiale, donc c'est pas nous qui allons driver les marchés boursiers mondiaux ou quoi que ce soit, mais ça peut avoir quand même son impact. Donc, si vous êtes un investisseur, pour moi, clairement, ça peut être une opportunité. Alors, ça ne sera pas l'opportunité du siècle non plus, ça c'est clair, mais ça peut représenter une opportunité. Par contre, malheureusement, pour l'immense majorité des Français, les 90% qui n'investissent pas, et encore 90%, je pense que c'est même un peu plus que ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que la plupart des gens, ils placent leur argent que sur des comptes chèques rémunérés à zéro ou sur des livrets, que ce soit réglementé ou non. Et quand vous avez le taux du livret A qui baisse, le livret A, c'est le baromètre. Donc en fait, tous les autres suivent, que ce soit les livrets réglementés ou non réglementés. Même les livrets qui sont créés par les banques et qui mettent les taux de rémunération qu'elles veulent, quand les taux du livret A baissent, ces livrets-là vont baisser également. Ce qui fait que c'est une catastrophe pour les gens qui n'investissent pas, puisque la majorité de leurs économies, voire la totalité de leurs économies sont placées sur ce type de support qui perd en rémunération et qui donc leur rapportera moins d'intérêt à la fin de l'année. Et malheureusement, souvent on est sur une population qui est vieillissante, sur des anciens qui ont pas mal de stocks, qui ne veulent absolument pas prendre de risques. Et je comprends qu'à partir de 70 ans, prendre du risque et d'aller investir en bourse, c'est compliqué. Faut le faire quand on a un horizon de temps qui est relativement long devant nous, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous avez 70 ou 80 ans. Donc, il y a plus grand chose à faire malheureusement et
on peut aller chercher des produits qui sont moyennement risqués pour aller chercher une performance qui sera peut-être un peu plus intéressante, mais la majorité ne le feront pas parce que ils ont peur de la volatilité, qui est juste le prix à payer pour aller chercher des meilleures performances, malheureusement. Mais ils ont tellement peur de cette volatilité à court terme qu'ils n'en feront rien. Et donc, ils vont rester sur ces produits d'épargne qui vont petit à petit perdre en rémunération au fur et à mesure que l'inflation diminue. Le taux de rendement de ces livrets d'épargne, même des fonds euros d'assurance vie, réduira également et donc réduira les intérêts que ces gens-là recevront en fin d'année. Voilà, écoutez, ça va être tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager. Encore une fois, ça m'aide beaucoup pour le référencement. On est une petite chaîne. J'arrive à grappiller quelques abonnés semaine après semaine. Mais voilà, plus il y aura d'interactions sous les vidéos, de likes, de commentaires, de partages, et plus ça m'aidera à faire connaître la chaîne. Donc si jamais vous pensez que cette vidéo peut intéresser des gens autour de vous, vraiment, n'hésitez pas à leur partager. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vraiment à le faire et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!